concernant les relations tendues entre le Maroc et l'Algérie pour recevoir l'autre invité de ce journal. Il s'agit de Gamal Abina qui est avec nous ce soir. Déjà, bonsoir Gamal Abina. Que retenir de la création d'une nouvelle zone militaire par le Maroc à la frontière avec l'Algérie? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une escalade manifeste entre les autorités marocaines et algériennes à la suite de plusieurs problématiques qui ont été posées durant ces dernières décennies, mais particulièrement durant ces 2 ou 3 dernières années. La première problématique qui se pose, c'est le rapport, dès le départ, il y a très longtemps après la guerre d'indépendance, de l'invasion par le roi Hassan II du Maroc, donc de l'invasion du sud de l'Algérie de Tindouf, qui a occasionné une guerre qui a duré à peu près 3 à 4 semaines, qu'on a appelée la guerre des sables. C'est une guerre qui a été provoquée par le Maroc, qui revendiquait la possession du sud de l'Algérie, mais pas seulement, il revendiquait ce qu'on appelle le Grand Maroc, une idéologie très ancienne qu'on a développée au cours des années sous l'ère de Hassan II, et qui voulait aussi récupérer la Mauritanie, le Sahara occidental, bref, ce fameux Grand Maroc qui allait même jusqu'à l'Est algérien, l'Ouest algérien, excusez-moi, l'Oranie. Donc ça, c'est une idéologie qui a été implantée il y a très longtemps dans la tête des dirigeants marocains, mais qui s'est perdue au fur et à mesure dans le temps. Puis en 91, à la suite de plusieurs escarmouches, on a eu d'abord l'invasion, entre guillemets, ou la marche verte, comme les Marocains l'appellent, de la population marocaine vers le Sahara occidental pour occuper le territoire à la suite du départ des Espagnols, ex-puissance tutélaire coloniale. Et donc, en 75, les premières tensions se sont fait jour entre l'Algérie et le Maroc, qui ont occasionné une rupture des relations diplomatiques unilatérales du Maroc contre l'Algérie et qui a occasionné par la suite une mesure de rétention algérienne, à savoir le départ forcé des travailleurs marocains qui travaillaient essentiellement dans l'ouest de l'Algérie. Donc c'était une première escalade, puis après il y a une accalmie qui s'est observée. En 91, il y a une signature des accords de paix et de cessation des hostilités entre le Maroc et le Front Polisario, qui est donc la structure politique qui s'oppose à la présence marocaine dans le Sahara occidental et qui s'appuie pour cela sur des questions que l'ONU n'a pas tranchées, à savoir la souveraineté ou pas du Sahara occidental ou la souveraineté marocaine sur ce dernier Sahara. L'histoire s'accélère par la suite quand il y a la reconnaissance par monsieur. D'abord, il y a le plan Becker qui était destiné à consulter les populations sahraouies pour savoir si elles voulaient être ou non marocaines, plan qui sera avorté en permanence. Et puis, il y a avant le départ de monsieur Trump du pouvoir aux États-Unis, il propose dans ces accords d'Abraham que les États-Unis reconnaissent de façon unilatérale la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et donc que les Marocains reconnaissent en contrepartie un accord de paix avec Israël. Donc cette relation de paix va avoir des conséquences par la suite dont je vais parler dans un instant, à savoir que effectivement les Marocains qui se satisfont de la déclaration unilatérale du président sortant américain font la paix avec Israël et tentent des transferts de compétences, de technologie et de soutien militaire. La tension augmente à l'été dernier avec l'Algérie, puisqu'il y a l'histoire des incendies. Les Algériens accusent les Marocains d'avoir été à l'origine de ces incendies et de soutenir des mouvements séparatistes comme le MAC, mouvement autonomiste pour la Kabylie. Et à partir de là, eh bien, la tension est exacerbée à la suite de ces différents problèmes qui se posent entre les deux pays. Et aujourd'hui, nous avons donc une création d'une troisième zone militaire marocaine cette fois-ci, puisque l'Algérie est découpée en zones militaires, sur l'Est algérien. C'est une zone clairement orientée, à savoir une façon de dire aux Algériens, nous nous protégerons quoi qu'il arrive. Les Marocains sont en train de s'équiper de drones turcs et pas seulement. Ils sont en train aussi d'acheter des armements très sophistiqués aux États-Unis, particulièrement dans le domaine des balistiques. Ils s'apprêtent à commander des avions militaires. Bref, ils veulent rattraper leur retard sur la puissance algérienne qui reste la deuxième puissance militaire africaine. Et tout cela ne fait qu'augmenter en termes de tensions politiques et militaires. Mais effectivement, cette création de zones militaires est un signal très fort de la part des Marocains pour dire aux Algériens, nous vous mettons en garde dans un conflit potentiel qui pourrait s'ouvrir. Gamal Abina, on retient que le Maroc a mis sur pied ou alors a mis en place cette troisième zone militaire en réponse aux manœuvres algériennes à la frontière. Décidément, la paix entre le Maroc et l'Algérie n'est pas coup de mai, Gamal Abina, au regard de tout ce qu'il se passe. Alors, le problème de la paix entre le Maroc et l'Algérie, c'est une question de dirigeants et d'idéologie politique. Du côté algérien, ils considèrent qu'effectivement, le Sahara occidental est un territoire occupé. D'ailleurs, l'ONU ne l'a pas tranché, comme je viens de le dire, mais surtout, il considère que le droit à l'autodétermination, excusez-moi, des peuples
à pouvoir prendre leur destin en main est un droit inaliénable. Du côté marocain, la question ne se pose pas dans ces termes. Il faut savoir une chose importante parce qu'encore une fois, et je le répète systématiquement, on ne fait pas la guerre pour du sable, on ne fait pas la guerre pour de beaux principes, ça n'est pas vrai. On fait la guerre, ou du moins on envahit des territoires ou on attaque des territoires pour les questions d'argent. Et la question budgétaire au Maroc aujourd'hui est extrêmement difficile. C'est un pays qui est en crise économique aiguë parce que le Covid est passé par là malheureusement, mais surtout c'est un pays qui dépend essentiellement de tourisme, du subside des Marocains résidents étrangers, mais particulièrement de ce qu'on appelle la plus grande richesse que le Maroc dispose, qui est le phosphate dans le sud du Maroc. Et l'essentiel des exploitations de phosphate se font effectivement dans le territoire marocain, mais aussi dans le Sahara occidental. C'est 70 à 80% des réserves de phosphate mondiales, ce qui n'est pas rien. Et donc, à partir de là, l'enjeu économique n'est pas absent de ces questions. Du côté algérien, évidemment, une question de prestige et puis en même temps, un rapport délétère depuis 63 parce que les Algériens n'ont pas supporté l'agression de la guerre des sables. Donc tout cela donne quoi? Donne des batailles à la fois économiques qui sont réelles, idéologiques, la question de l'axe pro-occidental que constitue le Maroc depuis toujours, puisqu'ils se sont alignés tout le temps sur les positions américaines et sur un système ultralibéral, et la question plutôt pro-soviétique algérienne devenue pro-russe et chinoise, qui sont plutôt orientées vers un système de société socialisante, de société qui recourt beaucoup à l'aide sociale pour les gens, qui assiste énormément la population. C'est peut-être pas forcément une bonne chose, mais dans l'absolu, le système algérien est un système de redistribution sociale qui est assez conséquent. Et donc, entre deux systèmes totalement opposés sur un plan idéologique et sur un plan économique, évidemment, ça ne peut pas créer des conditions favorables à une paix. Puis le dernier aspect, ce n'est pas des moindres, évidemment, c'est qu'avec l'arrivée de Tebboune au pouvoir, depuis 2 ans, avec le Hirak qui est passé par là, avec des tensions régionalistes qui existent d'un côté comme de l'autre de la frontière. Hein. Le RIF marocain aussi est une tension régionaliste pas inexistante. Hein. C'est très important, on pourra en parler si vous voulez un jour. Mais quoi qu'il en soit, ces questions régionalistes, ces questions idéologiques et ces questions évidemment économiques avec une Algérie surpuissante aujourd'hui, très riche contrairement à l'idée reçue, puisque le pétrole est à pratiquement $100 le baril et le gaz a été multiplié par 6, et un Maroc très pauvre qui a subi de plein fouet à la fois la crise économique liée au Covid, donc plus de touristes, plus 2 sécheresses consécutives qui ont été calamiteuses pour l'exploitation des terres agricoles, et surtout une dépendance totale vis-à-vis de la France, que l'économie marocaine est tenue en grande partie par les sociétés françaises. Tout cela crée de vraies tensions et de vraies divisions qui ne peuvent pas aller en s'améliorant. Le seul moyen pour trouver un terrain d'entente serait un terrain effectivement comme en Europe, économique, mais aujourd'hui, aucun des dirigeants des deux côtés ne sont prêts à faire des concessions. D'un côté, les Marocains veulent tout négocier sauf le Sahara occidental, donc ils ne négocient rien, et de l'autre côté, les Algériens ne veulent rien négocier sauf le Sahara occidental, donc ils ne négocient pas non plus. La rupture est consommée et l'arrivée d'Israël aux portes de l'Algérie est vraiment un hiatus qui risque d'avoir des conséquences extrêmement fâcheuses parce qu'Israël n'a aucun intérêt à ce que l'Algérie et le Maroc soient 2 pays qui restent frères et surtout pas en paix.